Il est 9 h ici à Paris. Bonjour à tous, bienvenue dans Paris Direct. Voici les titres de ce mardi. Emerson Mnangagwa appelle Robert Mugabe à démissionner. L'ex-vice-président limogé il y a quelques jours se dit prêt à rentrer au pays si sa sécurité est assurée. Va-t-il prendre les rênes du Zimbabwe si Robert Mugabe renonce? On va poser la question à notre invité dès le début de ce journal, Victor Magnani, spécialiste de l'Afrique australe à l'IFRI. Bonjour et à tout de suite. L'Allemagne toujours paralysée, pas de coalition, pas de gouvernement. Angela Merkel est confrontée à sa plus grave crise politique en 12 ans au pouvoir. Le président allemand appelle les partis à la responsabilité. Et puis la rencontre hier à Sotchi entre Vladimir Poutine et Bachar al-Assad. Le président russe a félicité son homologue syrien pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme. Fin de citation. Dans ce journal, un document tourné en Syrie. Nos envoyés spéciaux sont sur la ligne de front contre le groupe État islamique. Vous le verrez, les combattants kurdes ne sont pas forcément les bienvenus dans les villages libérés. Voilà pour les titres à suivre dans cette heure d'info. Les suites du nuage radioactif qui a traversé l'Europe il y a près de 2 mois. Pour la première fois, il y a une version russe de l'événement. Hélène Frade viendra nous raconter ça dans la revue de presse. C'est à lire aujourd'hui dans le quotidien français Le Monde. Et puis suspense, l'imprévisible Donald Trump va-t-il gracier aujourd'hui 1 ou 2 dindes à 2 jours des fêtes de Thanksgiving aux États-Unis? C'est une tradition purement américaine, une première aussi pour le président. Voilà le programme de Paris Direct. Robert Mugabe est toujours officiellement président du Zimbabwe, mais pour combien de temps encore? Pour l'instant, son parti, la ZANU-PF, n'a pas mis ses menaces de destitution et exécution, mais ça ne saurait tarder. Près d'une semaine après le coup de force de l'armée, le vice-président limogé prépare son retour au pays. Il appelle Robert Mugabe à démissionner. Les derniers éléments avec Julien Chaïda. Ni l'ultimatum lancé par la ZANU-PF, ni son éviction de la présidence du parti n'ont eu d'effet. Robert Mugabe s'accroche au pouvoir. Sa formation politique n'a dès lors plus d'autre choix que de lancer la procédure de destitution prévue aujourd'hui. 230 députés de la ZANU-PF sur 260 ont approuvé la procédure de destitution. La résolution doit ensuite être approuvée par le Parlement à la majorité des 2/3, comme le précise la Constitution. Contrairement aux attentes, Robert Mugabe n'a pas annoncé son départ dans son discours de dimanche. Le chef de l'État ignore les pressions venues de tous bords. Mais en coulisses, les discussions continuent pour écarter le président. D'après l'armée, Robert Mugabe aurait accepté la feuille de route d'une sortie de crise. Les services de sécurité et de défense du Zimbabwe sont encouragés par les récents développements qui incluent les contacts entre le président et l'ancien vice-président, le camarade Emerson Mnangagwa, attendu prochainement dans le pays. Le président pourrait chercher à obtenir l'immunité pour lui et sa femme en échange de sa démission. Tout semble fait pour effectuer une transition en douceur après les tensions de ces dernières semaines. L'ancien vice-président avait été poussé à l'exil sous la pression de la première dame, Grace Mugabe, qui souhaitait succéder à son mari. Depuis, l'armée a pris le contrôle du pays et appelle la population au calme et à la patience. Voilà, pour aller plus loin sur ce plateau avec moi, Victor Magnani, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. Vous êtes spécialiste de l'Afrique australe à l'IFRI. Pour l'instant, on le voit, Robert Mugabe n'a pas encore renoncé au pouvoir, mais est-ce que c'est plié ? Alors, en tout cas, c'est une crise extrêmement grave. Il est évident, tous les piliers finalement qui faisaient autorité pour Robert Mugabe au Zimbabwe s'effondrent les uns après les autres. L'appareil sécuritaire tout d'abord, puisque l'armée était la première à intervenir pour remettre en cause son autorité. Le parti, la ZANU-PF, qui est extrêmement importante au Zimbabwe depuis l'indépendance. On parle parfois de parti-État au Zimbabwe. Donc ce parti s'échappe à Robert Mugabe. Il a été expulsé du parti au cours du week-end. Donc là, le parti n'est plus sous son autorité. La rue également s'oppose à Robert Mugabe de manière extrêmement claire. Elle a été un petit peu absente du processus en cours ces derniers jours, mais ce week-end, il y a eu des mobilisations extrêmement importantes. Plusieurs centaines de milliers de personnes s'étaient massées à Harare pour réclamer le
départ de Robert Mugabe. Donc on voit bien que l'autorité qui était si importante de Robert Mugabe dans ce pays-là est en train de s'effondrer petit à petit. Au-delà de ces piliers internes, il y a également la dimension internationale qu'il faut prendre en compte également, puisque Robert Mugabe ne semble pas avoir beaucoup de soutien de la part de l'étranger. L'Afrique du Sud, qui a été historiquement un soutien assez indéfectible de Robert Mugabe au Zimbabwe, n'a pas aujourd'hui pris une position très claire en faveur de Robert Mugabe. Jacob Zuma a fait des déclarations, mais le nom, par exemple, de Robert Mugabe n'a jamais été cité. Et l'opération militaire n'a jamais été condamnée, n'a jamais été qualifiée de coup d'État, ce qui est un petit peu l'enjeu principal aujourd'hui, de savoir s'il s'agit d'une opération qui s'inscrit dans un cadre constitutionnel ou s'il s'agit d'un coup d'État. Et à l'heure actuelle, aucune autorité internationale, que ce soit l'Union africaine, alors on pourra en discuter, mais la SADC en tout cas, qui est l'entité régionale en Afrique australe, se réunit aujourd'hui. On va voir ce qui ressortira de ces discussions. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas décidé de qualifier cette opération de coup d'État, ce qui est extrêmement important pour la suite des événements. Depuis le début, l'intention des militaires, c'était d'assurer l'accession au pouvoir du vice-président qui a été limogé, qui a quitté le pays et qui prépare son retour. Alors, on se trouve au Zimbabwe depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années, dans le cadre d'une guerre de succession au sein du parti de la ZANU-PF, mais de fait au sein de l'État zimbabwéen. Donc une guerre de succession qui est factionnelle. Il y a deux factions qui s'opposent. La première est donc autour de Robert Mnangagwa, qui était l'ancien vice-président du pays. On appelle cette faction la Team Lacoste, puisque le surnom de cet homme-là est le crocodile, voilà, effectivement. Et donc il tient sa légitimité notamment de la guerre contre la colonisation, de la lutte pour l'indépendance du pays, et s'articule autour de lui donc l'appareil militaire, les vétérans de cette lutte-là, donc une légitimité historique. Et de l'autre côté, Grace Mugabe, qui elle tient, ou en tout cas ceux qui l'entourent tiennent une légitimité qui serait plus générationnelle. On les appelle le G40, la génération des quarantenaires d'une certaine façon du parti. Donc on y trouve les jeunes du parti, de la ZANU-PF qui soutenaient cette faction-là, mais également des nouvelles personnalités, des nouveaux cadres politiques au sein de la ZANU-PF. Donc voilà, deux factions qui s'opposaient, et l'armée a choisi son camp en prenant parti pour Emmerson Mnangagwa après sa destitution, après son limogeage le 6 novembre dernier. Pourquoi on entend aussi peu l'opposition zimbabwéenne, à commencer par Morgan Tsvangirai ? Oui, alors je pense que déjà l'opposition avait peu d'éléments très concrets pour pouvoir prendre des décisions, pour pouvoir s'exprimer de manière très, très claire. On pourrait ajouter qu'ils sont très respectueux jusqu'à présent d'un ordre constitutionnel, l'opposition. Et donc voilà, c'est un petit peu le paradoxe d'un certain nombre de... Mais est-ce qu'elle n'avait pas là une faille dans laquelle elle pouvait s'immiscer pour la première fois depuis... Justement, le paradoxe était de se réjouir de la destitution de Robert Mugabe, ce qui est le cas. Depuis longtemps, l'opposition appelle à la destitution de Robert Mugabe, mais en même temps, il était impossible pour l'opposition de valider un coup d'État qui lui-même aurait été inconstitutionnel. Merci beaucoup Victor Magnani pour votre analyse ce matin. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'Afrique australe à l'IFRI. L'actualité internationale de ce mardi, c'est aussi l'Allemagne de ses 12 ans au pouvoir. C'est peut-être la crise politique la plus grave qu'elle ait connue. Angela Merkel est au pied du mur. 2 mois et demi après la victoire en demi-teinte de son parti aux législatives, la chancelière n'a pas de gouvernement, pas de coalition, pas vraiment de solution pour le moment. Les libéraux sur lesquels elle comptait lui ont tourné le dos. Quelles sont donc ses dernières options ? Éléments de réponse avec Fanny Allard et Juliette Lacharnay. Pour Angela Merkel, c'est un échec cuisant. Affaiblie comme jamais en 12 ans de pouvoir, la chancelière allemande rejette toutefois l'idée de démissionner. Malgré son échec à former une coalition, elle se dit prête à mener son parti en cas de nouvelles élections. Je pense que l'Allemagne a maintenant besoin de stabilité. Les dernières élections nous ont donné une mission et il y a un an, j'ai décidé de me représenter à la chancellerie. Notre tentative de former un gouvernement n'a pas réussi. Mais pour moi, ce n'est pas une raison pour ne pas tenir mes promesses. Si la crise se poursuit, la chancelière plaide en faveur d'élections anticipées plutôt que pour la formation d'un gouvernement minoritaire qu'elle juge trop instable. Je ne crois pas qu'un gouvernement minoritaire soit la solution. Je suis très sceptique. De nouvelles élections seraient le meilleur moyen.
Le président allemand a lui exhorté la classe politique à éviter des législatives anticipées qui affaibliraient le pays. J'attends de tous les partis qu'ils soient disponibles pour le dialogue afin de rendre possible, dans un délai raisonnable, la formation d'un gouvernement. Faute de coalition, les Allemands pourraient donc retourner aux urnes au printemps 2018 alors qu'ils venaient d'élire leurs députés. La première puissance économique européenne se prépare à des semaines, peut-être des mois de paralysie politique sur le plan national comme sur le plan européen. Saad Hariri est attendu aujourd'hui au Caire. Il doit rencontrer le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Le Premier ministre libanais consulte 10 jours après l'annonce surprise de sa démission, qu'il a expliqué en invoquant la mainmise du Hezbollah et de l'Iran sur son pays. Image ici de sa rencontre il y a quelques jours avec Emmanuel Macron. Saad Hariri s'est engagé à rentrer à Beyrouth demain, jour de la fête nationale libanaise. Vladimir Poutine lui a rencontré hier soir à Sotchi, en Russie, le président syrien Bachar el-Assad. À cette occasion, le président russe a félicité son homologue syrien, je cite, pour ses résultats dans la lutte contre le terrorisme. Le document de ce journal nous emmène justement en Syrie, sur la rive nord de l'Euphrate. Nous suivons avec nos envoyés spéciaux la progression des forces démocratiques syriennes vers Boukamal, à la frontière avec l'Irak. Dans les villages où le groupe État islamique a été battu, vous allez le voir, ces combattants kurdes ne sont pas forcément bien accueillis. C'est un reportage signé James André et Abdallah Malkaoui. Le village de Shenan vient d'être repris à l'organisation État islamique par les forces démocratiques syriennes. Les cadavres des djihadistes jonchent encore les rues. Alors que nous passons, un combattant est en train de malmener un vieil homme. Tu dis que tu n'es pas avec Daesh? Je te jure que je ne suis pas avec Daesh. Moi je suis malade, j'ai du diabète. Tue-moi tout de suite qu'on en finisse. Calmez-vous, monsieur, calmez-vous. Je te jure, je ne suis pas avec eux, j'ai du diabète et je suis cardiaque. Il me frappe. Pourquoi il me frappe? Ça ne se fait pas. Regarde comme je tremble. Pourquoi tu m'as frappé? Je n'ai rien fait. Les combattants craignent que des djihadistes ne se soient mêlés à la population. Pourquoi quand je t'ai demandé où il y avait des combattants de Daesh, tu m'as dit « je ne peux pas parler ». Pourquoi tu ne veux pas répondre? Tu m'as pas demandé ça. Tu m'as tout de suite dit « tu es avec Daesh » et tu m'as frappé. Puisque tu es si sûr de toi, pourquoi tu t'es énervé? Et pourquoi tu as cassé ton téléphone? Au final, l'homme sera relâché. Les FDS ratissent tous les bâtiments à la recherche de combattants ennemis ou d'armes. Dans ce magasin, ils sont tombés sur un véritable arsenal. Nous avons trouvé des munitions de canon antiaérien de 23 mm, des balles de 12,7 et là des roquettes anti-chars. Certains combattants peu scrupuleux profitent des fouilles pour piller, alimentant encore la défiance. Je ne sais pas exactement ce qui a disparu, on s'est fait piller. Moi j'étais juste derrière la maison et je surveillais de temps en temps mais je n'ai rien vu. Après avoir libéré ces villages, les forces démocratiques syriennes doivent gagner la bataille des cœurs. Dans ces villages majoritairement arabes, ils sont perçus comme une force kurde. Il y a donc de la tension, d'autant que les combattants eux-mêmes craignent une infiltration de l'organisation État islamique. 35 ONG, dont Amnesty International, appellent les Nations Unies à réunir d'urgence leur Conseil des droits de l'homme sur la crise des Rohingyas. Ces ONG demandent que la Birmanie cesse immédiatement toutes les violations des droits de l'homme. 600 000 réfugiés Rohingyas musulmans ont fui les violences en Birmanie depuis la fin du mois d'août. Dans son dernier rapport, fruit d'une enquête de 2 ans, Amnesty dénonce un système de discrimination cautionné par l'État birman. Julien Chaïda. Un système de ségrégation mis en place par l'État birman. L'accusation est lourde. Elle émane d'Amnesty International qui a présenté le résultat de 2 ans d'enquête sur la situation des Rohingyas dans le pays. Pour l'ONG, cette minorité musulmane est victime d'apartheid. L'État de Rakhine, où vit la minorité Rohingya, s'est transformé en prison à ciel ouvert. Ce système se base sur les conditions de vie les plus humiliantes et les plus difficiles possibles. Les Rohingyas sont la plus grande population apatride du monde depuis que la nationalité birmane leur a été retirée en 1982. Cette année-là, la dictature militaire de l'époque met en place des droits réservés en fonction de critères sociaux et ethniques.
Pour les Rohingyas, le droit de circuler librement est fortement restreint, tout comme l'accès à l'emploi, l'éducation et même aux soins dans les hôpitaux. Nous appelons les autorités birmanes à adopter en urgence un plan de réforme pour mettre fin à ce système. Il faut que la Birmanie respecte, elle aussi, les droits de l'homme. Depuis le début des nouvelles violences, il y a 3 mois, plus de 600 000 Rohingyas ont dû fuir le pays pour se réfugier au Bangladesh voisin. Le mystère s'épaissit sur le sort du sous-marin argentin porté disparu depuis près d'une semaine maintenant. La marine n'a toujours aucune idée de l'endroit où se trouve le submersible, en surface ou sous la mer. Les bruits entendus ces derniers jours ne provenaient pas du submersible. Noémie Roche. Pour les familles des marins disparus, c'est un nouveau coup dur. Les bruits enregistrés lundi par 2 navires ne proviennent pas du San Juan. C'est un bruit continu, constant, qui pourrait être d'origine biologique. Les recherches ont donc repris au large des côtes, malgré la tempête en cours. 14 navires et 10 avions sont mobilisés, mais avec des vagues de 5 à 7 mètres, difficile de localiser le San Juan, que l'on voit sur ces images d'archives. Lundi, la marine argentine a révélé que le sous-marin avait signalé un problème de batterie et de court-circuit le jour de sa disparition. On lui a dit de changer de cap et de faire route vers Mar del Plata. Nous avons ensuite reçu une communication satellite. L'équipage disait qu'il n'y avait rien de nouveau, qu'il continuait à naviguer en immersion. Une révélation difficile pour les familles des membres d'équipage, plongés dans l'angoisse. Il y a peut-être eu un accident, un morceau de métal qui a volé, un incendie, je ne sais pas. Et nous ne le saurons pas non plus, parce que peu importe que ce soit la faute du sous-marin ou de la marine, ils ne nous le diront pas. J'espère que tout ça finira bien. Le temps presse pour retrouver le submersible. S'il est en immersion complète, il ne pourra produire de l'air respirable que pendant 7 jours.